Non, non, c'est très bien, Béatrice, merci de m'interrompre. Donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de parler pognon. La présentation va se dérouler en 2 phases. La CFDT a créé un outil qui va vous permettre de voir votre positionnement salarial. Donc on souhaitait vous le présenter, en tout cas dans sa partie la plus commune. Et ensuite, on va essayer de faire un point sur les négociations pour les augmentations collectives, hein, qui ont commencé en décembre. En tout cas, la première réunion de négociation a eu lieu en décembre et elle va se poursuivre dans les mois prochains. Donc voilà. Donc, je vais vous partager l'écran. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser dans la partie de chat. Béatrice ou Fabienne vont les prendre. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible après les présentations. Après, effectivement, enfin, Romain, il faut dire que ça peut être une série, hein, parce qu'on ne va peut-être pas aborder tous On ne les va pas sujets forcément tout aujourd'hui. aborder. De toute façon, les Donc, négociations commencent à peine. Après, il y a beaucoup de choses à voir. On pourrait parler de l'intéressement, de la participation ou d'autres choses. Là, c'est vraiment une première approche. Après, si vous avez des questions particulières ou des points que vous voulez aborder, on pourra peut-être essayer aussi de les aborder plus avant dans les prochains contacts. Et notamment, on a prévu le mois prochain, donc le 8 février, a priori, un nouveau webinaire sur le sujet. Je vais vous partager l'écran de l'outil que nous avons développé, qui va permettre de voir à quoi il ressemble et comment on l'a mis en place. C'est un outil qui permet d'avoir le positionnement salarial. Donc, le positionnement salarial, c'est par rapport à votre salaire à vous, savoir comment vous êtes positionné par rapport à différents indicateurs macroéconomiques et aussi par rapport au salaire moyen et médian qui sont sur sur votre site, soit par rapport à votre âge, en tout cas votre catégorie d'âge, ou par rapport à votre entité. Donc soit que vous êtes chez Appli, soit Infra ou autre. Donc voilà. Donc cet outil se présente de cette manière-là. Normalement, après votre nom, prénom et email pour qu'on puisse vous le transférer après. Il y a diverses informations qu'il nous faut. Donc l'âge, le statut, le grade, le coefficient Syntec, si vous êtes au forfait heure ou au forfait jour, le site, votre site sur lequel vous travaillez normalement, si vous n'êtes pas en télétravail, l'entité à laquelle vous appartenez, et ensuite le salaire brut annuel. De ces données-là, on peut en définir un petit peu par rapport au site, combien il y a d'hommes, de femmes, l'âge mini, l'âge moyen, l'âge maxi. Pareil pour l'ancienneté, ça vous permet de faire en sorte de voir un petit peu quelles sont les données démographiques par rapport au site sur lequel vous travaillez. Après, on fait une estimation de votre salaire annuel et salaire mensuel net sur 13 mois. Ce qui nous permet de voir un petit peu où est-ce que vous allez pouvoir vous situer suivant les différents indicateurs. Par rapport à ces indicateurs, d'abord les indicateurs macroéconomiques, on compare votre salaire par rapport à celui au SMIC, donc le SMIC 2021. Ici, le minima Syntec, donc sachant pour la convention Syntec, il y a des minima qui sont définis en fonction de chaque coefficient Syntec. Donc le coefficient Syntec, normalement, vous devez le connaître, il apparaît sur votre fiche de paie. Et donc, on peut comparer par rapport à ce minima Syntec. Et derrière, Capgemini a défini pour l'unité économique et sociale, donc l'UES, des minima qui sont un petit peu plus élevés que le minima Syntec. Donc là, pareil, on peut comparer par rapport à ces minima définis par la société.
Derrière, on définit aussi votre positionnement par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. C'est un indicateur défini tous les ans par la sécurité sociale qui va permettre chez Capgemini de savoir quelles sont vos cotisations, par exemple, pour les frais de santé et la prévoyance, donc des choses qui apparaissent sur votre bulletin de salaire, et derrière aussi qui va déterminer le coût mensuel de cotisation sur complémentaire santé. Et on compare aussi à la rémunération de Monsieur Manezat, qui est notre cher président-directeur général. Donc ça, c'est la première partie, les indicateurs macroéconomiques. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, super. En deuxième partie, on est plus spécifique par rapport à votre situation. Donc on définit un petit peu par rapport à l'entité, au grade et à la catégorie d'âge, quels sont les effectifs sur le site, quel est l'âge moyen pour chaque critère et quelle est l'ancienneté moyenne. Donc voilà. Pareillement, par rapport à l'entité, le grade et puis la catégorie d'âge, on peut comparer le salaire que vous avez par rapport au premier décile. Le premier décile, ça veut dire qu'il y a 10% des salaires qui sont en dessous et 90% qui sont donc au-dessus. Donc là, si on prend par exemple le salaire premier décile pour l'entité APS, qui est à 32 006 euros par an brut, il y a 10% des salaires qui sont en dessous de ce salaire-là. Le dernier décile, c'est le contraire. C'est le salaire par rapport, la médiane par rapport aux 90% des personnes ont un salaire en dessous et 10% au-dessus. Donc voilà. Donc ça permet d'avoir une fourchette dans lesquelles on peut se situer. Et dernier point, les salaires moyens et salaires médians, en fonction de votre tranche d'âge, de votre grade et votre site, apparaissent ici. Donc soit pour le site en tant que tel, et si jamais on n'a pas les données, on peut les comparer par rapport à la région, ici l'Ouest. L'Ouest qui comprend les sites allant en Bretagne, Normandie et celui de Nantes aussi. Donc voilà, c'est les sites. Ronan, donc j'ai une question en fait pour où est-ce qu'on peut trouver les infos nécessaires en fait pour remplir l'outil. Alors, sur la fiche de paye, hein, c'est bien ça, on les a toutes sur la fiche de paye, c'est pour les outils. Alors votre âge, normalement, vous le connaissez. Enfin, j'espère en tout cas. Le statut, c'est indiqué aussi sur la fiche de paye. Donc, normalement, il y a deux statuts chez Capgemini, c'est soit cadre, soit étam, en fonction de votre situation. Le grade, pareil, sur la fiche de paie. Le coefficient Syntec, pareil, sur la fiche de paie. Si vous êtes en forfait heure ou forfait jour, normalement sur la fiche de paie aussi. Après, il ne faut pas forcément beaucoup se poser de questions. Les forfaits jours sont très peu répondus chez Capgemini. La plupart des personnes sont en forfait heure. Le site, j'espère que vous savez où vous habitez. L'entité, effectivement, c'est aussi spécifié sur votre fiche de paie. Et votre salaire, normalement, vous avez votre salaire brut tous les ans lors de votre entretien annuel de restitution. Et sinon, il est aussi spécifié sur votre bulletin de salaire. Soit c'est un bulletin entre janvier et novembre, et donc là, vous pouvez multiplier par 13 la base sur laquelle la base de calcul de votre salaire net. Ou alors sinon, regardez sur le salaire du mois de décembre de l'année précédente pour vérifier le total cumulé sur l'année. Donc voilà. Est-ce que ça répond à la question ou faut d'autres précisions? Donc c'est Jean qui l'a posé. Oui, je pense que ça répond. Après, il faut préciser quand même que les données là sur lesquelles ce sont des données Alors oui. fin 2020 en fait, c'est ça. Hein, Alors c'est des données fin 2020. C'est issu d'un rapport du cabinet Sextant remis chaque année au comité central d'entreprise. Voilà. Donc il y a un document qui fait 400 pages
et sur lesquels il y a toutes ces informations-là, et sur lesquels nous, on crée un outil qui permet de visualiser votre positionnement spécifique par rapport à votre situation personnelle. Et donc, oui. Donc sinon, alors ça concerne l'égalité femmes-hommes. Comment faites-vous pour vous assurer de cette égalité? Alors déjà, c'est pas nous qui. Alors, c'est pas nous. Non, mais en fait, comment la direction fait, sachant qu'il n'y a pas déjà l'égalité homme-homme ou femme-femme? Alors, donc effectivement, on a un accord égalité professionnelle hein, qui s'assure, enfin qui doit s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes, du moins un écart très faible. Et alors, donc à partir du dernier accord qui a été signé en avril 2021, les hommes sont maintenant aussi rattrapés. Donc avant on s'assurait, enfin on regardait l'écart des femmes par rapport aux hommes, et si l'écart était négatif en défaveur des femmes, elles étaient rattrapées. Enfin bon, c'est toute une méthode assez complexe, hein. Il y a des groupes de comparaison en fait. Et, mais là donc maintenant, si l'écart est en défaveur des hommes, après sous certaines conditions, il y a beaucoup de conditions, hein, voilà, et ben les hommes sont aussi rattrapés. Mais donc, ce n'est pas de l'égalité salariale, en fait, hein. C'est vraiment, on regarde les écarts entre les hommes et les femmes. Et effectivement, il y a des écarts aussi entre les hommes d'un même groupe ou entre les femmes d'un même groupe. Mais l'égalité professionnelle homme-femme, c'est vraiment les écarts entre les femmes et les hommes d'un même groupe, en fait, d'un même groupe En de fait, comparaison. il y a des groupes qui sont définis selon plusieurs critères et on compare les salaires à l'intérieur de ces groupes. Voilà. Les méthodes de calcul sont assez compliquées. Il est un peu difficile de les expliquer ici. Par Et contre, on pourrait faire voilà, on pourrait faire aussi un webinaire pour mieux expliquer un petit peu comment c'est fait. voilà, en plus, Mais en tout cas, enfin, il faut se dire que c'est pas parce que voilà, on est dans un groupe. Normalement, c'est un groupe où on devrait à peu près gagner la même chose, hein. Enfin, à peu près, parce que bon, il y a des critères un peu d'âge, d'expérience, tout ça qui joue. Mais en fait, dans ces groupes-là, parfois, alors même qu'il y a égalité finalement entre les hommes et les femmes, puisque voilà, par exemple, les 15 femmes et les 15 hommes de ce groupe, finalement, la moyenne de leur salaire, elle est à peu près équivalente. Donc, il n'y a pas d'écart homme-femme. Pour autant, dans ce groupe-là, il y a peut y avoir des femmes comme des hommes qui ont vraiment jusqu'à 10% d'écart avec le salaire médian, hein. C'est ça. Donc, ce n'est pas de l'égalité salariale. Et justement, donc, c'est important qu'il y ait une certaine transparence, en fait, et qui est donnée grâce à cet outil-là qu'on vous présente, parce qu'on peut très bien vous dire, bon, oh, bah oui, tu es bien payé par rapport au. Et en fait, avec cet outil, des fois, on peut se rendre compte que non, quoi, que finalement, on est quand même voilà, en dessous du salaire moyen, etc. Et donc, voilà, donc vous pouvez plus justifier, en fait, demander une ça, augmentation, quoi. c'est un outil qui est très bien pour déterminer, trouver un petit peu les incohérences par rapport à votre salaire. Si on s'aperçoit par exemple que vous êtes encore grade B, que vous avez une vingtaine d'années d'expérience et que la moyenne dans le grade est très inférieure, ça veut dire qu'il y a peut-être un souci sur le salaire. On peut déterminer aussi un petit peu comment va se produire l'évolution en termes de salaire au cours des ans. On a des graphiques derrière qui nous permettent de contrôler un petit peu de voir un petit peu où vous vous situez par rapport à une évolution sur 3 ans, et en plus derrière aussi comment par rapport aux tranches d'âge, l'évolution des salaires médians et moyens sur le site. Donc Et là, il vous y a des pouvez choses, faire quelques simulations, par exemple, vous dites, bien tiens, sûr, avec un coefficient Satec, je sais pas, là, l'exemple c'est 2,2, mais avec un 2,3, finalement, quel est le alors salaire moyen, où est-ce que je me situerais, etc., quoi. Donc, vous pouvez. le,
C'est plutôt par rapport au grade, ça, c'est qu'il faut voir. Le coefficient Syntec va juste modifier par rapport au minima. Par rapport au grade, si vous passez d'un grade B à un grade C, par exemple, on peut voir un petit peu le changement de positionnement salarial. Ça peut être intéressant de savoir si vous avez d'avoir ces deux simulations-là pour voir si, en demandant un changement de grade, qu'est-ce qui va se passer. On peut aussi voir si vous êtes à la limite d'âge, par exemple 49, c'est ce qui va se passer sur la tranche d'âge supérieure, qui est à 50. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire. On peut tout envisager en termes de simulation, et ça permet de discuter, d'avoir des billes supplémentaires lors des négociations salariales avec l'entreprise. Voilà. Alors, ouais. oui, en fait, où peut-on se procurer l'outil? Alors, on ne se procure pas l'outil, on vient de nous contacter. C'est quelque chose qu'on a développé et qu'on souhaite conserver. On ne le met pas à disposition sur Internet, on ne le met pas à disposition comme ça de tout le monde. Le mieux, c'est de nous contacter, nous, soit moi, soit Fabienne, soit n'importe quel élu de la CFDT, bien évidemment. Du périmètre, et du périmètre. Et normalement, on a pour chaque site, pour chaque situation, on a quelque chose qui permet de répondre à des questions, et on peut aller un peu plus loin en termes d'analyse. Donc le mieux, c'est de nous contacter nous. Et après, tu peux dire que, une fois qu'on a rempli, on vous envoie le PDF en fait avec votre vous avez votre positionnement, quoi. Toute la simulation qui peut vous être envoyée par mail, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on peut également avoir des incohérences entre le grade et les responsabilités dans l'entreprise. Comment faire dans ce cas? Alors ça, le grade et les responsabilités d'entreprise, c'est un peu plus compliqué à voir. On ne voit pas forcément ça dans cet outil-là. Après, il faut faire une analyse aussi en termes de est-ce que dans l'outil, dans les différents outils, est-ce que tu as est-ce que tu as atteint toutes les compétences, est-ce que tu as l'ensemble des compétences qu'il faut, etc. Là, c'est au cas par cas. Là, on peut pas y répondre là maintenant. Et idem avec le coefficient Syntec. C'est vrai qu'on voit des fois des incohérences de coefficients, alors qui tentent à se résorber parce que ceux qui ont été les négociateurs justement de l'accord égalité pro ont eu un peu toutes ces données, et il y avait vraiment des incohérences entre le grade et le coefficient Syntec assez marqué. Et donc, depuis déjà plus de 6 ans, je pense qu'ils sont en train d'essayer de résorber le plus possible ces incohérences. Faut savoir. Mais il y en a encore. Ouais. Il faut savoir que dans le rapport de Sextant qui est envoyé chaque année au CSEC, et dont sont issues les données qu'on vous présente là, il y a une partie aussi de quelles sont les incohérences en termes de oui, effectivement, le coefficient Syntec n'est pas cohérent avec le salaire, ou l'inverse, le salaire n'est pas cohérent avec le coefficient Syntec. Il y a une partie d'analyse de ces choses-là qui sont faites, et qui sont remontées à la direction. Donc la direction, normalement, est censée prendre les bonnes actions pour faire en sorte que ces incohérences cessent. Donc chaque année, il y a des choses qui sont faites. Donc c'est les élus au CSEC. Donc dans le périmètre, c'est Laurent Jamin qui est le secrétaire du CSEC qui regarde ces choses avec attention. Par contre, il faut dire qu'il y a des gens qui ont des revalorisations de coefficients quand même, c'était des coefficients qui n'étaient pas du tout en phase avec leur expérience, leur rôle, etc. Et c'est vrai que s'ils étaient, par exemple, s'ils étaient en dessous un peu des minima, s'ils changeaient de coefficient, c'est un peu plus difficile en fait. C'est-à-dire que si on est obligé de leur donner une augmentation pour assurer le minimum US, par exemple, quelqu'un qui était 2.1, qui veut passer 2.2, donc il faut qu'il ait 37 118 € annuels. Et supposons que, je ne sais pas, il était à 35 000, ça suppose qu'il faut lui donner une augmentation de 2 118 €.
Et c'est là que parfois il y a des difficultés quoi, pour changer parce que, parce que la direction ne veut pas lui donner l'augmentation, etc. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Alors que si on est dans les minima, c'est pas trop gênant. Si on est au-dessus du minima, de changer de coefficient. Voilà. C'est moins gênant, enfin, on a moins de problèmes. Mais dès lors que c'est rattaché à une augmentation salariale, c'est un peu plus difficile. Voilà, bah, je sais pas, là il reste 5 minutes. Je sais pas si on peut aborder les négociations salariales annuelles, là, enfin, obligatoires. Juste un petit mot peut-être. Oui. Alors, les négociations annuelles obligatoires, donc ce qu'on appelle communément les NAO, sont des négociations qui ont lieu tous les ans, de par leur nom, qui normalement discutent un petit peu de tout ce qui est augmentation collective. Alors, dans augmentation collective, ça peut être au niveau des salaires, ça peut être aussi le ticket restaurant ou d'autres choses. L'année dernière, on a parlé du forfait mobilité pour les gens qui viennent en vélo. Donc ces négociations ont commencé en décembre. Il y a eu 2 réunions. Il y a une réunion pour faire le point qui s'appelle la commission de suivi, qui est pour faire le point sur les choses qui ont été réalisées dans les NAO de l'année dernière. Et une autre réunion pour les NAO de cette année qui a fait un petit peu le point sur les enjeux des augmentations avec une présentation globale à toutes les organisations syndicales. Donc pour l'instant, les négociations ne sont pas très avancées. Les seules choses qu'on a pu avoir de la direction, c'est qu'effectivement, les résultats de l'entreprise étaient excellents. Voire même plus dans certains cas, si on regarde un petit peu les chiffres. Et donc, le directeur des affaires sociales, qui est Pierre-Alain Cogé, qui est en charge de ces négociations et de la plupart de celles qu'on peut mener avec la direction, nous a bien spécifié qu'au vu des résultats, normalement, il y aurait quelque chose, il y aurait une enveloppe. De là à ce qu'elle soit aussi importante que nous, on l'attend, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se débloquer. Donc voilà, c'est les premières tendances que nous, on a sur cette année à confirmer. À voir comment ça va se faire. La prochaine, normalement, a lieu en février. Le 9 Le février, 9, c'est le 9 février, hein, si je me souviens bien. Donc d'ici là, nous, on est en groupe de travail et à la CFDT et on essaie de déterminer les revendications qu'on va pouvoir envoyer à la direction. Donc la grosse tendance aujourd'hui, c'est de demander à la direction une augmentation collective en fonction de l'évolution de l'inflation en France. Cette année, l'inflation sera plus importante que l'année précédente. Elle sera aux alentours de 2,2 à 2,9, suivant où est-ce qu'on regarde. Donc l'objectif est d'avoir une augmentation collective qui soit en concordance avec l'inflation et donc que le pouvoir d'achat ne diminue pas pour les gens. Contrairement aux autres années, on a surtout obtenu des rattrapages. Les augmentations collectives étaient des rattrapages, c'était en fonction de certains critères, hein, le fait de ne pas avoir eu d'augmentation depuis 3 ans ou autre soit. Et donc là, notre demande, c'est pas d'avoir de rattrapage, mais bien une augmentation collective pour l'ensemble des personnes. Et derrière, essayer de faire en sorte que cette augmentation collective soit plus importante pour les bas salaires que pour les hauts salaires, pour qu'il y ait un nivellement de l'ensemble. Voilà. C'est un petit peu dans le sens où nous on va. Après, si de votre côté vous avez des choses à nous remonter, des choses que vous voulez voir aborder, nous on est tout à fait ouvert à toutes sortes de propositions. Et donc là, je vous laisse la main, savoir si vous voulez effectivement aborder certains sujets. Alors, il y a une question sur le taux d'augmentation moyen de l'année dernière. Moi, je me rappelle plus le chiffre. Frédéric, tu l'as peut-être, non, en tête
L'augmentation moyenne, c'est autour de ceux qui sont augmentés de manière individuelle parce que leur CM ou leur PUM leur dit qu'ils sont augmentés, c'est 3 à 4% en fait. Les taux Oui, mais moyens ceux qui sont d'augmentation. augmentés, mais je veux Ah, dire, c'est des sur la augmentés. masse salariale, vu qu'il y a la moitié qui Ah, sur la n'est masse pas salariale, augmentée, oui, c'est plutôt dans les. Bah, tu n'ai divises je par 2. je n'ai pas sur le retour CED. Alors, je n'ai pas sur. Ouais. Tu divises par 2 à peu près, puisque bon, Oui, il y a 50% des personnes qui sont augmentées, hein, si on comprend l'ensemble des augmentations. Donc la plupart sont individuelles, hein, comme le disait Fred, et donc il y en a un petit pourcentage qui sont augmentés de manière collective, hein, via l'accord des NAO. Donc, Sachant que ça, c'est hors promotion, parce que les promotions, c'est plutôt des augmentations de type autour de 8-10%. Là, c'est des augmentations individuelles hors promotion qui tournent autour de 3-4% en fonction des grades. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il est intéressant de demander un changement de grade. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que par rapport à ces NAO-là, nous avons prévu de vous tenir régulièrement au courant sur ce qui va se passer sur LinkedIn. On a créé une page spécifique, hein, la Casa de Capgemini. Donc, suivez-nous sur LinkedIn parce qu'on va poster régulièrement des choses pour voir les avancements. Puis, si on a besoin de votre soutien, de vous demander un peu de soutien à un moment donné, quoi. Voilà. Tu veux dire que tu vas essayer de braquer la banque, c'est ça? Pour les salariés, ouais. Alors, il y a Pierre qui dit que 50%, ça paraît beaucoup, et pourtant, ce sont bien les chiffres. Il y a bien la moitié des personnes qui sont augmentées. Alors, je dis pas que... Oui, mais ou alors c'est pour les. C'est vrai que ça c'est plus pour les débutants, hein, c'est sûr, hein, que pour les Alors, gens. effectivement, après, ça dépend aussi des populations. Ouais. Tu as plus de chances d'être augmenté si tu es nouvellement embauché, parce que les salaires sont moins bas, donc il y a un coût moins important pour la direction. Après, si tu as une expérience plus importante, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais Ronan, la j'avais une direction ne se cache pas que sa priorité de distribution de l'enveloppe est pour les grades A et pour les grades B. Hein. Ça fait des années que cette politique, c'est celle On est d'accord pour sur les le fait. augmentations. On est d'accord sur le fait que la politique de l'entreprise, et on le voit dans le taux de turnover sur l'ensemble de l'US, on est plutôt aux alentours de 20% de turnover. Le but du jeu, c'est pas forcément de garder ad vitam aeternam les gens dans l'entreprise, mais de renouveler les personnes et de voilà. Enfin, nous, on estime que voilà, dans le salaire, il y a peut-être une part de performance individuelle, mais il y a aussi une part collective. Hein, et là, avec effectivement l'inflation qu'il y a cette année, etc., c'est l'année ou jamais à demander vraiment une augmentation pour tous, hein, une augmentation collective. Voilà, pour assurer le coût de la vie, quoi. C'est vrai, une entreprise oui, on est d'accord, Pierre, qui a eu des résultats vraiment exceptionnels. Hein, exceptionnels. Donc, on veut la part du gâteau pour tous les salariés. Ouais, on est d'accord sur le fond, il n'y a pas de discussion possible, en tout cas pour nous élus et mandatés, mais c'est vrai qu'on ne peut que remonter la politique de l'entreprise, et ce depuis plusieurs années. Et c'est bien pour ça qu'on adapte nos revendications. On avait des revendications avec une liste à la Prévert chaque année, on n'obtenait pas forcément beaucoup de choses. Et là, on se focalise bien sur une augmentation collective globale pour l'ensemble des salaires. Pour même, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, Je t'avais posé une petite question, tu as parlé de CSEC, peut-être dire à tout le monde ce que c'est que le CSEC, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Alors, le comité social et économique central. Capgemini a plusieurs sociétés, donc il y a 4 sociétés principales qui ont chacun un comité social et économique. Et au-dessus, il y a un organisme central dont les membres sont issus de chaque comité social et économique. Et je ne sais pas si ça a été très clair. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, je reste à votre disposition, soit maintenant, soit plus tard. Après, Bon, moi, je voulais juste aussi rajouter, on avait dit qu'on essayait de pas au déborder. NAO, que la direction a l'obligation d'ouvrir les
Attends, je finis ce que j'étais en train de dire. La direction a l'obligation d'ouvrir les négociations une fois par an à propos notamment des salaires, mais elle n'a pas l'obligation de résultat, hein. Donc, c'est à nous d'arriver à faire pression auprès de la direction, d'obtenir ce qu'on veut, mais il se peut très bien qu'il n'y ait aucun accord signé et qu'il n'y ait qu'une décision unilatérale de la direction. Voilà, Voire j'ai aucune, terminé. voire aucune Par contre, on décision. est persuadé que s'il y a un soutien de l'ensemble des salariés, on obtient quand même plus de choses que tout seul, quoi. Donc, c'est avec tous qu'on doit réclamer haut et fort. Voilà. Alors, j'ai mis l'URL de la page de la Casa de Capgemini. L'avantage, c'est que c'est une page qui s'appelle Capgemini, donc qui n'a pas, qui est moins connotation syndicale en fait, et qui est vraiment plus spécifique pour justement réclamer ces augmentations. Et on a remarqué que le soutien sur LinkedIn a fait déjà plier la direction, notamment à l'époque où ils mettaient les gens en activité partielle sans vraiment une justification économique. Et là, ils ont dit, bon, on va vérifier, ils ont vérifié un par un que les gens qui étaient en activité partielle, il y avait bien une justification économique. Donc, c'est juste pour dire que quand on fait bouger un peu les choses et qu'on en parle un peu publiquement, ben, on fait bouger Capgemini, première USN qui a des clients qui nous regardent aussi. Hein. Et pour réclamer les indemnités télétravail aussi au tout début, en 2020, là, pour tous. Donc, c'est pareil, hein, c'est grâce à. Voilà, on a fait signer une L'activité sur pétition, les. etc. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Tout seul dans notre coin, c'est sûr que. Voilà. Si on peut résumer la chose, c'est tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous connaître votre Si vous voulez avoir une position simulation de votre. salariale ou etc. Si vous voulez avoir une position de votre salaire hein, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, n'hésitez pas à nous contacter. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler un petit peu plus loin sur tous ces sujets-là. Un dernier chiffre, si je peux me permettre, il faut savoir que les rattrapages que parlait Ronan, ça a représenté que 0,07% de la masse salariale de Capgemini la dernière fois. Donc, on n'a clairement pas des augmentations collectives. Voilà, on est 0,07%. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Il y a bien un zéro juste après la virgule. Oui. Merci, Fred. Merci. Eh bien, dans ces cas-là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Bye bye.